Bonjour, désolée de cette qualité un peu pourrie et de ce manteau, mais il fait froid. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous lire les derniers paragraphes du livre 2 du Gai Savoir de Nietzsche à partir du paragraphe 87 de La vanité des artistes. Je crois que les artistes ignorent souvent ce qu'ils savent le mieux faire parce qu'ils sont trop vaniteux et qu'ils dirigent leur esprit vers un plus grand sujet de fierté que de paraître ces petites plantes qui, nouvelles, rares et belles, savent pousser avec une véritable perfection sur leur sol. Ils apprécient de manière superficielle ce qu'il y a en fin de compte de bon dans leurs jardins et leurs vignes, et chez eux, amour et compréhension ne sont pas de même force. Voici un musicien qui, plus que tout autre musicien, est maître dans l'art de trouver les accents du royaume des âmes souffrantes, opprimées, martyrisées, et même de donner la parole aux animaux muets. Nul ne l'égale dans les couleurs de la fin d'automne, dans ce bonheur indiciblement touchant d'un ultime, tout éphémère plaisir. Il connaît un son pour ces minuits de l'âme secrètement inquiétants, où effet et cause semblent se disjoindre et où chaque instant quelque chose peut naître du néant. Plus heureusement que tout autre, il puise au fond ultime de tout bonheur humain et comme à son calice bu jusqu'à la dernière goutte, là où les gouttes les plus amères et les plus déplaisantes finissent, pour la meilleure et la pire des fins, à se mêler aux plus douces. Il connaît cette oscillation exténuée de l'âme qui ne sait plus sauter ni voler, ni même marcher. Il a le regard timide de la douleur dissimulée, de la compréhension privée de consolation, de l'adieu qui ne s'avoue pas. Oui, en tant qu'Orphée de toute détresse secrète, il est plus grand qu'aucun autre, et il a ajouté à l'art bien des choses qui jusqu'alors paraissaient inexprimables et indignes de l'art, et qu'on ne pouvait qu'effaroucher avec des mots, et non saisir, bien des choses toutes petites et microscopiques qui appartiennent à l'âme. Oui, il est le maître du tout petit. Mais il ne veut pas l'être. Son caractère aime bien davantage les grands murs et la fresque audacieuse. Il ne comprend pas que son esprit a un autre goût et un autre penchant, et qu'il préfère rester tranquillement assis dans les recoins des maisons en ruine. C'est là, caché à lui-même, qu'il peint ses véritables chefs-d'œuvre, qui sont tous très courts et ne durent souvent qu'une mesure. C'est alors seulement qu'il excelle, qu'il devient grand et parfait, là seulement peut-être. Mais il ne le sait pas, il est trop vaniteux pour le savoir. 88. Prendre la vérité au sérieux. Prendre la vérité au sérieux. Que de choses différentes les hommes entendent par ces mots. Ce sont les mêmes conceptions et les mêmes modes de démonstration et d'analyse, ressentis intérieurement par le penseur comme une légèreté à laquelle il a succombé à sa grande honte en telle ou telle occasion. Ce sont les mêmes conceptions qui peuvent donner à un artiste qui les rencontre et vit avec elles quelque temps la conscience d'avoir été saisi par le plus profond sérieux à l'égard de la vérité, et lui faire ressentir comme un fait admirable que lui, tout artiste qu'il est, il est en même temps montré le désir le plus sérieux pour le contraire de l'apparence. Il est ainsi possible que quelqu'un, en raison même de son pathos du sérieux, révèle la superficialité et l'absence d'exigence avec lesquelles son esprit a joué jusqu'alors au royaume de la connaissance. Et tout ce à quoi nous attribuons une lourde importance n'est-il pas révélateur de nous-mêmes? Cela montre où sont nos poids et pour quelles choses nous n'avons pas de poids. 89. Aujourd'hui et autrefois. Qu'importe tout l'art de nos œuvres d'art si nous laissons échapper cet art supérieur, l'art des fêtes. Autrefois, toutes les œuvres d'art se dressaient sur la grande voie triomphale de l'humanité, en marques commémoratives et témoignages de ces moments d'élévation et de félicité. Aujourd'hui, on veut, au moyen des œuvres d'art, attirer les malheureux épuisés et malades à l'écart de la grande voie des souffrances de l'humanité pour une fraction de seconde de concupiscence. On leur offre une petite ivresse et une petite folie. 90. Lumières et ombres. Les livres et les écrits diffèrent selon les différents penseurs. L'un a rassemblé dans son livre les lumières qu'il a su ravir promptement au rayon d'une connaissance qui s'est mise à flamboyer pour lui et qu'il a su s'approprier. Un autre ne restitue que les ombres, les images en gris et noir de ce qui s'édifiait dans son âme le jour précédent. 91. Prudence. Alfieri a, on le sait, beaucoup menti en racontant l'histoire de sa vie à ses contemporains étonnés. Il mentit en raison de ce despotisme envers lui-même dont il fit montre, par exemple, dans la manière dont il créa sa propre langue et se tyrannisa pour devenir poète. Il avait enfin trouvé une forme sévère de sublimité dans laquelle il fit entrer de force sa vie et sa mémoire. Cela lui aura coûté bien du tourment. Je n'accorderais aucun crédit non plus à une biographie de Platon écrite par lui-même, pas davantage qu'à celle de Rousseau ou à la Vita Nova de Dante. 92. Prose et poésie. Que l'on prête attention au fait que les grands maîtres de la prose ont presque toujours été également poètes,
soit publiquement, soit en secret et entre leurs 4 murs. Et il est bien vrai que c'est seulement sous l'œil de la poésie que l'on écrit de la bonne prose. Car celle-ci est une incessante guerre courtoise avec la poésie. Tous ses charmes consistent à esquiver et à contredire constamment la poésie. Toute tournure abstraite se veut une malice à son égard, lancée comme sur un ton de moquerie. Toute sécheresse et toute froideur doivent plonger la gracieuse déesse dans un gracieux désespoir. Il y a souvent des rapprochements et des réconciliations d'un instant auxquels succèdent un brusque saut en arrière et un éclat de rire. On tire souvent le rideau pour laisser entrer une lumière éblouissante juste au moment où la déesse savoure ses crépuscules et ses couleurs assourdies. On lui ôte souvent la parole des lèvres pour la chanter sur une mélodie qui lui fait porter ses mains délicates à ses délicates petites oreilles, et il existe ainsi 1000 distractions propres à la guerre, y compris les défaites, dont les non-poétiques, ceux qu'on appelle les hommes prosaïques, n'ont pas la moindre idée. Il est vrai que ceux-ci n'écrivent et ne parlent que de la mauvaise prose. La guerre est la mère de toutes les bonnes choses, la guerre est aussi la mère de la bonne prose. Ce siècle a connu 4 hommes tout à fait exceptionnels et vraiment poétiques qui ont atteint à la maîtrise de la prose, pour laquelle du reste ce siècle n'est pas fait, en raison de son manque de poésie, comme on l'a indiqué. Abstraction faite de Goethe, revendiquée à juste titre par le siècle qui lui donna naissance, je ne vois que Giacomo Leopardi, Prosper Mérimée, Ralph Waldo Emerson et Walter Savage Landor, l'auteur des Imaginary Conversations, qui soit digne d'être qualifié de maître de la prose. 93. Mais pourquoi donc écris-tu? Ah, je ne suis pas de ceux qui pensent la plume pleine d'encre à la main. Encore moins de ceux qui, l'encrier ouvert, s'abandonnent à leur passion, assis sur leur chaise et l'œil rivé sur le papier. Écrire provoque toujours en moi irritation ou honte. Écrire est pour moi un besoin impérieux. Il me répugne d'en parler, même de manière imagée. B. Mais alors pourquoi écris-tu? A. Oui, mon cher, tout à fait entre nous. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé d'autre moyen de me débarrasser de mes pensées. B. Et pourquoi veux-tu t'en débarrasser? A. Pourquoi je le veux? Est-ce donc que je le veux? Je le dois. B. Assez, assez. 94. Croissance après la mort. Ces petites sorties audacieuses concernant les sujets moraux dont Fontenelle a parsemé ses immortels dialogues des morts étaient ressenties par son époque comme les paradoxes et les jeux d'une intelligence qui n'était pas sans susciter l'inquiétude. Même les juges suprêmes en matière de goût et d'esprit n'y voyaient rien de plus, et y compris, peut-être, Fontenelle lui-même. Il se produit aujourd'hui une chose incroyable, ces pensées deviennent des vérités. La science les prouve, le jeu devient sérieux, et nous lisons ces dialogues avec un sentiment différent de celui qu'éprouvaient Voltaire et Helvétius en les lisant, et élevons involontairement leur auteur à un rang différent, bien supérieur dans la hiérarchie des esprits que ne le faisaient ces derniers. À juste titre? À tort? 95. Chamfort. Qu'un aussi grand connaisseur des hommes et de la foule que Chamfort ait volé précisément au secours de la foule au lieu de se tenir à l'écart dans une attitude de renoncement et de défense philosophique, je ne puis me l'expliquer qu'ainsi. Il y avait en lui un instinct plus fort que sa sagesse qui n'avait jamais été satisfait, la haine contre toute noblesse de sang. Peut-être la vieille haine, bien trop compréhensible, de sa mère, sanctifiée en lui par son amour pour sa mère, un instinct de vengeance venu de ses années d'enfance qui attendait l'heure de venger sa mère. Et voici que la vie et son génie, et hélas, avant tout le sang paternel qui coulait dans ses veines, l'avaient induite à entrer dans les rangs de cette noblesse et à s'égaler à elle durant des années et des années. Mais il finit par ne plus supporter de voir le spectacle qu'il offrait, le spectacle du vieil homme d'Ancien Régime. Il fut saisi d'une violente passion de pénitence, laquelle lui fit revêtir le costume de la plèbe, son genre de cilice à lui. Sa mauvaise conscience fut d'avoir manqué à sa vengeance. À supposer que Chamfort soit demeuré alors plus philosophe d'un degré, la Révolution aurait été privée de sa finesse tragique et de son aiguillon le plus acéré. Elle passerait pour un événement bien plus stupide et n'exercerait pas une telle séduction sur les esprits. Mais la haine et la vengeance de Chamfort éduquèrent toute une génération, et les hommes les plus illustres furent formés à cette école. Que l'on songe que Mirabeau levait les yeux vers Chamfort comme vers son moi supérieur, son moi aîné dont il attendait et acceptait les impulsions, les avertissements et les sentences, Mirabeau qui, en tant qu'homme, appartient à un tout autre ordre de grandeur que celui dont relèvent même les plus grands des hommes d'État d'hier et d'aujourd'hui. Il est curieux qu'en dépit d'un tel ami et d'un tel porte-parole, on possède en effet les lettres de Mirabeau à Chamfort, celui qui était le plus spirituel de tous les moralistes, soit demeuré étranger aux Français, exactement comme Stendhal, l'homme qui, de tous les Français de ce siècle, a peut-être eu les yeux et les oreilles les plus riches de pensée. Est-ce que ce dernier avait en fin de compte en lui trop d'un Allemand et d'un Anglais pour être encore supportable aux yeux des Parisiens?
Alors que Chamfort, homme riche en abîmes et en arrière-plan de l'âme, sombre, souffrant, incandescent, penseur qui avait besoin du rire comme remède contre la vie et se considérait perdu le jour où il n'avait pas ri, apparaît bien plus comme un Italien de la famille de Dante et de Léopardi que comme un Français. On connaît les dernières paroles de Chamfort. « Ah, mon ami, dit-il à Sieyès, je m'en vais enfin de ce monde où il faut que le cœur se brise ou se bronze. » Ce ne sont certes pas les paroles d'un Français mourant. 96. Deux orateurs. De ces deux orateurs, l'un n'atteint à la pleine rationalité de sa cause que lorsqu'il s'abandonne à la passion. Il n'y a qu'elle qui lui injecte assez de sang et de chaleur dans le cerveau pour contraindre sa haute intellectualité à se manifester. L'autre tente bien la même chose çà et là, présenter sa cause en lui conférant grâce à la passion résonance, vigueur et force d'entraînement, mais pour aboutir d'ordinaire à un résultat décevant. Il se met alors rapidement à parler de manière très obscure et confuse. Il exagère, omet certains points et suscite la méfiance envers la rationalité de sa cause. Même lui éprouve cette méfiance, ce qui explique ces brusques sautes dans les accents les plus froids et les plus rebutants qui éveillent chez l'auditeur un doute quant à l'authenticité de sa passion. Chez lui, la passion submerge à chaque fois l'esprit, peut-être parce qu'elle est plus forte que chez le premier. Mais il est au sommet de sa force lorsqu'il résiste à l'assaut furieux de sa sensation et en quelque sorte se moque d'elle. C'est seulement alors que son esprit sort tout entier de sa cachette, un esprit logique, espiègle, joueur, et cependant terrible. 97. De la volubilité des écrivains. Il existe une volubilité de la colère, fréquente chez Luther, chez Schopenhauer également. Une volubilité résultant d'une provision excessive de formules conceptuelles, comme chez Kant. Une volubilité résultant du plaisir pris au renouvellement incessant de tournures pour exprimer la même chose. On la trouve chez Montaigne. Une volubilité des natures malignes. Quiconque lit les écrits de notre époque se rappellera à ces égards deux écrivains. Une volubilité résultant du plaisir pris à la justesse des mots et des tournures linguistiques. Elle n'est pas rare dans la prose de Goethe. Une volubilité résultant du contentement intérieur que suscite le tapage et le cafouillage des sentiments, par exemple chez Carlyle. 98. À la gloire de Shakespeare. La plus belle chose que je sache dire à la gloire de Shakespeare, de l'homme, la voici. Il a cru en Brutus et n'a pas jeté le moindre grain de méfiance sur cette sorte de vertu. C'est à lui qu'il a consacré sa meilleure tragédie, on continue aujourd'hui de la désigner d'un faux nom, à lui et au plus terrible contenu de la haute morale, l'indépendance de l'âme. Voilà de quoi il s'agit ici. Là, nul sacrifice ne saurait être trop grand. On doit pouvoir lui sacrifier jusqu'à son ami le plus cher, fût-il en outre l'homme le plus magnifique, l'ornement du monde, le génie sans pareil, si l'on aime en effet la liberté en tant que liberté des grandes âmes et qu'il fait peser une menace sur cette liberté. Voilà ce que Shakespeare a dû ressentir. La hauteur à laquelle il place César est le plus sublime honneur qu'il pouvait rendre à Brutus. C'est seulement ainsi qu'il élève le problème intérieur de celui-ci à des hauteurs prodigieuses, de même que la force d'âme qui avait la capacité de trancher ce nœud. Et était-ce vraiment la liberté politique qui poussa le poète à partager le sentiment de Brutus, qui en fit le complice de Brutus? Ou bien la liberté politique n'était-elle qu'une symbolique pour quelque chose d'inexprimable? Peut-être nous trouvons-nous face à un événement et une aventure obscure, demeurés inconnus, qu'éprouva l'âme du poète et dont il ne put parler que par signes. Qu'est-ce que toute la mélancolie de Hamlet à côté de la mélancolie de Brutus? Et peut-être Shakespeare connaît-il aussi celle-ci comme il connaissait la première, par expérience. Peut-être avait-il lui aussi ses heures ténébreuses et son mauvais ange comme Brutus. Mais quoi qu'il en soit de ce genre de similitudes et de secrètes relations, Shakespeare se prosterna devant le personnage et la vertu tout entier de Brutus, et il s'en sentit indigne et éloigné. Il en a témoigné dans l'écriture de sa tragédie. Par 2 fois, il y a introduit un poète et par 2 fois, il a déversé sur lui un mépris tellement impatient et tellement extrême qu'il sonne comme un cri, comme le cri du mépris de soi. Brutus lui-même, perd patience lorsqu'apparaît le poète, suffisant, pathétique, importun, comme le sont habituellement les poètes, un être qui semble regorger de possibilités de grandeur, y compris de grandeur morale, mais qui dans la philosophie de l'action et de la vie atteint rarement la simple probité commune. S'il connaît son époque, je connais ses lubies, dehors le pitre grelot, Lance Brutus. Que l'on retraduise cela dans l'âme du poète qui l'écrivit. 99. Les disciples de Schopenhauer. Ce que l'on observe lorsque des peuples civilisés et des barbares entrent en contact. Le fait que régulièrement, la culture inférieure emprunte d'abord à celle qui est supérieure ses vices, ses faiblesses et ses aberrations, puis sent un charme s'exercer sur elle, et enfin, par l'entremise des vices et des faiblesses qu'elle s'est appropriées, se laisse envahir par un peu de la force détentrice de valeur de la civilisation supérieure. C'est ce que l'on peut observer également autour de soi, sans voyager chez les peuples barbares, sous une forme il est vrai quelque peu raffinée, spiritualisée et moins facile à saisir. Qu'est-ce donc que d'ordinaire les disciples de Schopenhauer en Allemagne
Qu'est-ce donc que d'ordinaire les disciples de Schopenhauer en Allemagne empruntent d'abord à leur maître? En tant qu'hommes qui doivent se sentir suffisamment barbares, au regard de la culture supérieure de ce dernier, pour se laisser également fasciner et séduire par lui d'abord à la manière des barbares. Est-ce son sévère sens des faits, cette disposition à la clarté et à la raison, qui le fait souvent paraître tellement anglaise et si peu allemand? Ou la force de sa conscience morale en matière intellectuelle, qui soutint durant sa vie entière une contradiction entre être et vouloir, et le contraignit aussi à se contredire constamment dans ses écrits et presque sur tous les sujets? Ou bien sa netteté sur les questions relatives à l'Église et aux dieux chrétiens? Car sur ce chapitre il fut net comme aucun philosophe allemand ne l'avait été jusqu'alors, de sorte qu'il vécut et mourut en voltairien. Ou bien ces immortelles doctrines de l'intellectualité et de l'intuition, du caractère a priori de la loi de causalité, de la nature instrumentale de l'intellect et de la non-liberté de sa volonté? Non, rien de tout cela n'ensorcelle et n'est ressenti comme ensorcelant. Mais les embarras et les échappatoires mystiques de Schopenhauer, dans ces passages où le penseur des faits s'est laissé séduire et corrompre par la pulsion vaniteuse d'être l'homme qui résoudrait l'énigme du monde, la doctrine indémontrable d'une volonté unique, toutes les causes ne sont que les causes occasionnelles de l'apparition de la volonté à tel moment en tel lieu. Citation. La volonté de vie est présente entière et indivise en tout être, même le plus infime, aussi complète que dans tout ce qui existèrent jamais, existent et existeront pris dans leur ensemble. La négation de l'individu. Tous les lions sont au fond un lion unique. La multiplicité des individus est apparence. Tout comme l'évolution n'est également qu'apparence. Il qualifie l'idée de la marque d'erreur géniale, absurde, l'enthousiasme au sujet du génie. Dans l'intuition esthétique, l'individu n'est plus individu, mais sujet de connaissance pure, sans volonté, sans souffrance, hors du temps. Le sujet, en s'absorbant dans l'objet intuitionné, est devenu cet objet même. L'absurdité de la pitié et de la rupture du principium individuationis qu'elle rend possible, entendu comme source de la moralité, y compris des affirmations telles que la mort est proprement le but de l'existence. On ne peut pas totalement nier a priori la possibilité qu'un homme déjà mort puisse exercer un effet magique. Ce sont ces aberrations et ces vices du philosophe, et d'autres du même genre, que l'on commence toujours par emprunter et dont on fait un objet de croyance. Les vices et les aberrations sont toujours plus faciles à imiter et n'exigent pas un long entraînement. Parlons donc du plus célèbre des Schopenhaueriens vivants, Richard Wagner. Il lui est arrivé ce qui est déjà arrivé à bien des artistes. Il se méprise sur l'interprétation des personnages qu'il créa, et se trompa sur la philosophie inexprimée de son art le plus propre. Richard Wagner s'est laissé égarer par Hegel jusqu'au milieu de sa vie. Il refit encore une fois la même chose lorsqu'il voulut plus tard lire la doctrine de Schopenhauer dans ses personnages et qu'il commença à s'exprimer lui-même au moyen des formules de volonté, génie et pitié. Il n'en restera pas moins vrai que rien n'est plus radicalement contraire à l'esprit de Schopenhauer que ce qu'il y a de proprement wagnérien dans les héros de Wagner. Je veux dire l'innocence du suprême égoïsme, la croyance à la grande passion comme étant le bien en soi, en un mot, le Siegfriedien sur le visage de ses héros. Tous ceux-là sont encore plus Spinoza que moi-même, dira peut-être Schopenhauer. Wagner aurait donc d'excellentes raisons de se tourner vers d'autres philosophes que Schopenhauer. L'ensorcellement dont il est prisonnier en ce qui concerne ce penseur ne l'a pas seulement rendu aveugle à tous les autres philosophes, mais même à la science. Tout son art se veut toujours davantage le répondant et le complément de la philosophie schopenhauerienne, et renonce toujours plus expressément à l'ambition plus haute de devenir le répondant et le complément de la connaissance et de la science humaine. Et ce qui l'y pousse n'est pas uniquement toute la pompe mystérieuse de cette philosophie qui aurait attiré aussi un Cagliostro. Les attitudes et les affects particuliers des philosophes aussi furent toujours des séducteurs. Schopenhauerien est par exemple l'emportement de Wagner contre la corruption de la langue allemande. Et quand bien même on approuverait son imitation à ce sujet, on ne peut toutefois passer sous silence le fait que le style de Wagner est lui-même affecté de tous les ulcères et de toutes les enflures dont la vue mettait Schopenhauer dans une telle fureur, et que, eu égard aux wagnériens qui écrivent en allemand, la wagnérite commence à s'avérer dangereuse comme seule l'hégélianite l'avait été. Schopenhauerienne est la haine de Wagner pour les juifs, auxquels il n'est même pas capable de rendre justice pour leur plus grande entreprise. Ce sont bien les juifs qui sont les inventeurs du christianisme. Schopenhauerienne est la tentative de Wagner de comprendre le christianisme comme une graine du bouddhisme emportée par les vents et de préparer une époque bouddhiste pour l'Europe, en se rapprochant temporairement de formules et de sentiments catholico-chrétiens. Schopenhauerienne est la prédication de Wagner en faveur de la miséricorde envers les animaux.
Il est clair qu'en cela, le prédécesseur de Schopenhauer fut Voltaire, qui sut peut-être déjà, tels ses successeurs, travestir sa haine pour certaines choses et certains hommes en miséricorde envers les animaux. À tout le moins, la haine de Wagner pour la science, telle qu'elle ressort de sa prédication, n'est-elle pas inspirée par l'esprit de charité et de bonté, non plus, c'est bien évident, que par l'esprit tout court. Finalement, la philosophie d'un artiste a peu d'importance si elle n'est justement qu'une philosophie en supplément et n'occasionne aucun dommage à son art lui-même. On ne saurait trop se garder de s'emporter contre un artiste en raison d'une mascarade occasionnelle, peut-être fort malheureuse et prétentieuse. N'oublions pas en effet que ces chers artistes, tous autant qu'ils sont et doivent nécessairement être un peu comédiens, et qu'à la longue, sans comédie, ils n'y tiendraient plus. Demeurons fidèles à Wagner en ce qu'il y a en lui de vrai et d'originaire, et notamment en demeurant, nous, ses disciples, fidèles à ce qu'il y a en nous de vrai et d'originaire. Abandonnons-lui ses caprices et ses convulsions intellectuelles et considérons plutôt avec équité à quelles étranges nourritures et besoins un art comme le sien a droit pour pouvoir vivre et se développer. Peu importe qu'il ait si souvent tort en tant que penseur, la justice et la patience ne sont pas son affaire. C'est bien assez que sa vie ait raison et finisse par triompher à ses propres yeux. Cette vie qui crie à chacun de nous « Sois un homme et ne suis pas ma voix, mais la tienne, mais la tienne ». Notre vie à nous aussi doit finir par triompher à nos propres yeux. Nous aussi nous devons croître et fleurir à partir de nous-mêmes, librement et sans peur, en un égoïsme innocent. Et en considérant un tel homme, j'entends aujourd'hui encore, comme autrefois, résonner à mes oreilles les phrases suivantes. Que la passion est meilleure que le stoïcisme et l'hypocrisie, que la sincérité, même dans le mal, est meilleure que le fait de se perdre en suivant la moralité de la tradition, que l'homme libre peut être aussi bien bon que méchant, mais que l'homme asservi est une honte de la nature et n'a part à aucune consolation céleste ni terrestre. Enfin, que tout homme qui veut devenir libre doit le devenir par lui-même, et que pour personne la liberté ne tombe du ciel comme un don miraculeux. Richard Wagner à Bayreuth. 100. Apprendre à rendre hommage. Les hommes doivent apprendre aussi à rendre hommage, tout comme ils apprennent à mépriser. Tout homme qui emprunte des chemins nouveaux et en a conduit de nombreux autres sur des chemins nouveaux découvre avec étonnement à quel point ces nombreux hommes sont maladroits et pauvres dans l'expression de leur reconnaissance, voire avec quelle rareté cette reconnaissance parvient simplement à s'exprimer. On a l'impression que chaque fois qu'elle veut prendre la parole, quelque chose lui reste en travers de la gorge de sorte qu'elle ne fait que se la racler et en se la raclant finit par se taire de nouveau. La manière dont un penseur en vient à percevoir l'effet de ses pensées et leur puissance de transformation et d'ébranlement est presque une comédie. Il semble parfois que ceux sur qui s'est exercé cet effet s'en sentent offensés et qu'ils ne savent exprimer leur indépendance, qu'ils craignent de voir menacée, que par toutes sortes de grossièretés. Il est parfois besoin de générations entières pour découvrir une simple convention de remerciement courtoise, et c'est seulement très tard que vient le moment où une espèce d'esprit et de génialité a pénétré jusque dans la reconnaissance. Alors, il se trouve aussi d'ordinaire un homme qui est le grand bénéficiaire de remerciements non seulement pour ce qu'il a lui-même fait de bien, mais la plupart du temps pour ce que ses prédécesseurs ont amassé progressivement jusqu'à en faire un trésor de choses les plus hautes et les meilleures. 101. Voltaire. Partout où il y a eu une cour, elle a fourni la loi du bien parler, et de ce fait aussi la loi du style pour tous ceux qui écrivent. Mais la langue de cour est la langue du courtisan qui n'a pas de métier et qui, jusque dans les conversations portant sur des sujets scientifiques, s'interdit la commodité de toutes les expressions techniques parce qu'elles sentent le métier. Aussi l'expression technique, avec tout ce qui trahit le spécialiste, est-elle, dans les pays où règne une culture de cour, une impureté de style. Maintenant que toutes les cours sont devenues des caricatures du passé et du présent, on est étonné de trouver Voltaire lui-même indiciblement sec et strict à cet égard, par exemple dans son jugement sur des stylistes de l'envergure de Fontenelle et de Montesquieu. C'est précisément que nous sommes tous émancipés du goût de cour, tandis que Voltaire fut celui qui le porta à son parachèvement. 102. Un mot pour les philologues. Qu'il y ait des livres si précieux et si royaux que des lignées entières de savants sont bien employés si leur labeur permet de conserver à ces livres leur pureté et leur intelligibilité, c'est pour affermir constamment cette croyance que la philologie existe. Elle présuppose qu'il ne manque pas de ces hommes exceptionnels, même si on ne les voit pas, qui savent réellement utiliser des livres aussi précieux. Ce seront justement ceux qui font ou pourraient faire de tels livres. J'ai voulu dire que la philologie présuppose une croyance noble, la croyance qu'il faut, au profit d'une poignée d'hommes qui toujours sont à venir et ne sont pas là, abattre au préalable une montagne de travail méticuleux et même malpropre. C'est tout entier du travail innusum delphinorum. 103. De la musique allemande.
La musique allemande est aujourd'hui, plus que toute autre, la musique européenne parce que c'est en elle seule que le changement qu'a connu l'Europe à travers la Révolution a reçu une expression. Seuls les musiciens allemands savent exprimer les masses populaires en émeute, ce fracas artificiel formidable qui n'a même pas besoin d'être très fort, tandis que l'opéra italien, par exemple, ne connaît que des chœurs de domestiques ou de soldats, mais pas de peuple. À cela s'ajoute le fait que l'on peut entendre dans toute musique allemande une profonde jalousie bourgeoise à l'égard de la noblesse, en particulier à l'égard de l'esprit et de l'élégance en tant qu'expression d'une société de cour, chevaleresque, ancienne, sûre d'elle-même. Ce n'est pas une musique qui, comme celle du chanteur devant la porte de Goethe, plaît également dans le salon et même au roi. On n'y trouve pas de « les chevaliers regardaient avec courage et les belles baissaient les yeux ». Mais la grâce n'apparaît pas dans la musique allemande sans une pointe de remords. C'est seulement avec la Joliesse, la sœur champêtre de la grâce, que l'allemand commence à se sentir tout à fait moral et à partir de là, toujours davantage jusqu'à atteindre sa sublimité exaltée, savante, souvent hargneuse, la sublimité beethovenienne. Si l'on veut imaginer l'homme de cette musique, que l'on songe justement à Beethoven tel qu'il apparaît à côté de Goethe, par exemple lors de cette rencontre de Teplitz. Comme la demi-barbarie à côté de la culture, comme le peuple à côté de la noblesse, comme le brave homme à côté de l'homme bon et plus encore que bon, comme le chimérique à côté de l'artiste, comme celui qui a besoin de consolation à côté de celui qui est consolé, comme l'outré et le soupçonneuse à côté de l'équitable, comme le fantasque et le tortionnaire de soi, comme le bouffon extasié, le bienheureux misérable, le sincère sans mesure, comme l'arrogant lourdeau, et en fin de compte comme l'homme non apprivoisé. C'est ainsi que Goethe lui-même le sentit et le décrivit, Goethe, l'allemand d'exception, pour qui l'on n'a pas encore trouvé de musique qui soit de même naissance. Que l'on se demande encore, pour finir, si ce mépris de la mélodie qui ne cesse aujourd'hui de s'étendre, et si cet étiolement du sens mélodique chez les Allemands ne doivent pas se comprendre comme une grossièreté démocratique et une répercussion de la Révolution. La mélodie prend en effet un plaisir si évident à la légalité et fait montre d'une telle répugnance pour tout ce qui est en devenir, informe et arbitraire, qu'elle laisse entendre comme une résonance de l'ancien ordre des choses en Europe et comme une séduction et un retour vers lui. 104. De l'intonation de la langue allemande. On sait d'où vient l'allemand qui, depuis quelques siècles, est devenu l'allemand écrit courant. Les Allemands, avec toute leur vénération pour tout ce qui venait de la cour, ont intentionnellement pris pour modèle les chancelleries dans tout ce qu'ils avaient à écrire, et donc notamment dans leurs lettres, leurs documents officiels, leurs testaments et ainsi de suite. Écrire dans le style des chancelleries, c'était écrire dans le style de la cour et du gouvernement, c'était quelque chose de noble par rapport à l'allemand de la ville, là où précisément l'on vivait. On en tira progressivement les conclusions et l'on parla également comme on écrivait, on devint ainsi encore plus noble dans le choix des mots et des tournures, et enfin aussi dans l'intonation. On affectait en parlant une intonation de cour, et l'affection finit par se changer en nature. Nulle part peut-être ne s'est produit quelque chose d'absolument identique. La prépondérance du style écrit sur la parole et la préciosité et l'affectation de noblesse de tout un peuple servant de fondement à une langue vulgaire qui n'est plus dialectale. Je crois que l'intonation de la langue allemande était au Moyen-Âge, et plus particulièrement après le Moyen-Âge, profondément campagnarde et vulgaire. Elle s'est un peu ennoblie au cours des derniers siècles, principalement parce que l'on s'est vu contraint d'imiter un grand nombre d'intonations françaises, italiennes et espagnoles, et ce précisément dans les rangs de la noblesse allemande et autrichienne qui ne pouvait absolument pas se contenter de sa langue maternelle. Mais pour Montaigne ou même pour Racine, l'allemand a dû avoir, en dépit de cet entraînement, une résonance d'une vulgarité intolérable. Et même aujourd'hui, il continue, dans la bouche du voyageur, au milieu du petit peuple italien, de faire entendre une résonance très grossière, inculte, rauque, qui semble sortir de pièces enfumées et de contrées où l'on ignore la civilité. Or, je remarque qu'une semblable aspiration à la noblesse dans l'intonation recommence aujourd'hui à se propager chez les anciens admirateurs des chancelleries, et que les Allemands commencent à subir un envoûtement de l'intonation tout à fait singulier qui pourrait à la longue faire peser un véritable danger sur la langue allemande, car on chercherait vainement en Europe intonation plus exécrable. Une nuance de sarcasme, de froideur, d'indifférence, de négligence dans la voix. Voilà ce qui désormais sonne noble aux oreilles des Allemands, et j'entends la disposition à parvenir à cette noblesse dans la voix des jeunes fonctionnaires, professeurs, femmes, commerçants. Même les fillettes imitent déjà cet allemand d'officier. Car c'est l'officier, et à vrai dire l'officier prussien, qui est l'inventeur de ces intonations. Ce même officier qui, comme militaire et homme de métier, possède cette admirable discrétion de la modestie dont tous les Allemands pourraient s'inspirer, y compris les professeurs et les musiciens allemands. Mais dès qu'il parle et bouge, il est le personnage le plus immodeste et le plus inélégant de la vieille Europe, à son insu sans aucun doute,
et à l'insu également des braves Allemands qui admirent en lui l'homme de la meilleure et de la plus noble société et acceptent volontiers qu'il leur donne le ton. Et c'est donc ce qu'il fait. Et ce sont avant tout les adjudants et les sous-officiers qui imitent et caricaturent son ton. Que l'on prête attention aux cris de commandement qui assiègent littéralement les villes allemandes de leur vocifération, maintenant que l'on fait l'exercice devant chaque porte. De quelle arrogance, de quel sentiment furieux d'autorité, de quelle froideur sarcastique résonnent ces vociférations? Les Allemands seraient-ils réellement un peuple musicien? Il est sûr qu'aujourd'hui, dans l'intonation de leur langue, les Allemands se militarisent. Il est vraisemblable qu'exercés à parler sur le mode militaire, ils finiront par écrire aussi sur un mode militaire, car l'habitude de certaines intonations s'enracine profondément dans le caractère. On ne met pas longtemps à avoir les mots, les tournures et enfin aussi les pensées assorties justement à cette intonation. Peut-être écrit-on déjà aujourd'hui dans le style d'officier. Peut-être est-ce seulement que je lis trop peu ce qu'on écrit aujourd'hui en Allemagne. Mais il y a une chose dont je suis d'autant plus certain, les déclarations publiques qui se font en Allemagne et qui parviennent aussi à l'étranger ne sont pas inspirées par la musique allemande, mais précisément par cette nouvelle intonation arrogante inélégante. Presque tous les discours du premier homme d'État allemand, même lorsqu'il se fait entendre par l'intermédiaire de son porte-voix impérial, sont empreints d'un accent qu'une oreille étrangère repousse avec répugnance. Mais les Allemands le supportent. Ils le supportent même. Ils se supportent même. 105. Les Allemands comme artistes. Lorsqu'il arrive à l'Allemand d'être vraiment saisi par la passion, et pas seulement comme à l'ordinaire par la disposition à la passion, il se comporte alors comme il est justement nécessaire qu'il le fasse, sans songer davantage à son comportement. Mais la vérité est qu'il se comporte alors de manière très gauche et très laide, avec une sorte d'absence de cadence et de mélodie, si bien que les spectateurs en éprouvent de la douleur et de l'attendrissement et rien d'autre, à moins qu'il ne s'élève jusqu'au sublime et à l'extase dont bien des passions sont susceptibles. Alors même l'Allemand devient beau. Le pressentiment de la hauteur qu'il faut atteindre pour que la beauté répande son enchantement, même sur des Allemands, pousse les artistes allemands jusqu'en haut, jusqu'à la cime et jusqu'au dérèglement de la passion. Une véritable et profonde aspiration, donc, à dépasser la laideur et la gaucherie, à tout le moins à regarder au-delà vers un monde meilleur, plus léger, plus méridional, plus ensoleillé. Et ainsi leurs convulsions ne sont souvent que l'indice qu'ils aimeraient danser. Ces pauvres ours dont l'être est agité par des nymphes et des dieux sylvestres cachés, et parfois par des divinités plus hautes encore. 106. La musique comme porte-parole. J'ai soif d'un maître en art musical, disait un innovateur à son disciple, qui apprenne de moi mes pensées pour les formuler ensuite dans sa langue. Je parviendrai mieux ainsi à forcer l'oreille et le cœur des hommes. On peut, au moyen des sons, séduire les hommes au profit de toute erreur et de toute vérité. Qui pourrait réfuter un son? Tu voudrais donc passer pour irréfutable? Dit le disciple. L'innovateur répliqua: Je voudrais que le germe se transforme en arbre. Pour qu'une doctrine se transforme en arbre, il faut que l'on y croie pendant une bonne période. Pour que l'on y croie, il faut la faire passer pour irréfutable. L'arbre a besoin de tempêtes, de doutes, de vermine, de méchanceté pour révéler l'espèce et la force de son germe, qu'il se brise s'il n'est pas assez fort. Mais un germe ne saurait jamais qu'être anéanti, non réfuté. Lorsqu'il eut dit cela, le disciple lança avec véhémence: Mais moi, je crois à ta cause et la tiens pour si forte que je dirai tout ce que j'ai encore sur le cœur contre elle. L'innovateur rit en lui-même et le menaça du doigt. Voilà la meilleure manière d'être un disciple, dit-il alors, mais elle est dangereuse et toutes les sortes de doctrines ne la supportent pas. 107. Notre ultime reconnaissance envers l'art. Si nous n'avions pas donné notre approbation aux arts et inventé cette espèce de culte du non vrai, la compréhension de l'universalité du non vrai et du mensonge que nous offrent à présent les sciences, la compréhension de l'illusion et de l'erreur comme condition de l'existence connaissante et percevante, nous serait totalement insupportable. La probité entraînerait le dégoût et le suicide. Mais aujourd'hui, notre probité possède une contre-puissance qui nous aide à éluder de telles conséquences. L'art, entendu comme la bonne disposition envers l'apparence. Nous n'interdisons pas toujours à notre œil d'arrondir, de parachever par l'imagination. Et ce n'est plus alors l'éternelle imperfection que nous transportons sur le fleuve du devenir, nous pensons alors porter une déesse et nous accomplissons ce service avec de la fierté et une innocence enfantine. Comme phénomène esthétique, l'existence demeure toujours supportable, et l'art nous offre l'œil, la main et surtout la bonne conscience qui nous donne le pouvoir de faire de nous-mêmes un tel phénomène. Nous devons de temps en temps nous reposer de nous-mêmes en jetant d'en haut un regard sur nous-mêmes et, avec un éloignement artistique, en riant sur nous-mêmes ou en pleurant sur nous-mêmes. Nous devons découvrir le héros et de même le bouffon qui se cache dans notre passion de connaissance. Nous devons quelquefois nous réjouir de notre folie pour pouvoir continuer à éprouver de la joie à notre sagesse.
Et c'est précisément parce que nous sommes en dernière instance des hommes lourds et sérieux, et plutôt des poids que des hommes, que rien ne nous fait tant de bien que le bonnet de bouffon. Nous en avons besoin à l'égard de nous-mêmes. Nous avons besoin de tout art insolent, planant dans les airs, dansant, moqueur, enfantin et bienheureux pour ne pas perdre cette liberté qui se tient au-dessus des choses que notre idéal exige de nous. Ce serait pour nous une rechute que de tomber, en raison précisément de notre probité susceptible, au beau milieu de la morale et par amour pour des exigences excessivement sévères que nous nous imposons à cet égard, de nous transformer en monstres et en épouvantail de vertu. Nous devons aussi pouvoir nous tenir au-dessus de la morale, et pas seulement nous tenir avec la raideur anxieuse de celui qui craint à chaque instant de glisser et de tomber, mais aussi planer et jouer au-dessus d'elle. Comment pourrions-nous pour ce nous passer de l'art, tout comme du bouffon? Et tant que d'une manière ou d'une autre vous aurez encore honte de vous-même, vous ne serez pas encore des nôtres.